il fallait effectivement un dev et un ops pour cette présentation. Donc, je suis le dev et Et Yves, je suis l'Ops. exactement, exactement. Yves sera l'ops. Donc voilà, on fera équipe sur ce coup-là et on va voir ensemble comment on peut sécuriser euh, nos déploiements de solutions PaaS dans Azure. Bon, il est 35, je vous propose on commence tout de suite. Si je vous ai mis au cas où, voilà, un peu de pub quand même pas pour nous. Donc voilà, le LinkedIn Div. Et puis pour me retrouver, moi, c'est sur Twitter, @Thomas_Ranou ou sur mon site où je poste pas mal d'articles sur Azure. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Avant de parler de service manager, on va parler de vision cloud globale. En fait, les services que l'on peut déployer dans Azure, on les range dans deux principales catégories. On va faire soit du IaaS, infrastructure as a service, soit du PaaS, plateforme as a service. Donc ça, c'est les deux principaux modèles de services dans Azure, que du coup, on met en opposition, entre guillemets, avec le modèle traditionnel on-premise. Alors, on-premise, voulant dire que vous avez vos propres serveurs qui sont déployés chez vous, dans vos data centers, et que vous gérez tout ce qui est matériel, sécurité, réseau, alimentation électrique, euh, supervision, enfin vous gérez tout de bout en bout. Chez un cloud provider, forcément, tout ce qui va être lié au serveur physique, à la virtualisation, les disques durs, le CPU, la RAM, tout ça, c'est géré par le cloud provider, donc par Azure, ici en l'occurrence. Et du coup, lorsque l'on fait du IaaS, lorsque l'on utilise un service IaaS, eh bien, on va déployer des services tels que des machines virtuelles. On va gérer des virtual networks pour configurer ces flux réseau. Mais en tout cas, on sera sur une typologie de service qui va être quand même très, très infrastructure, hein. On va être très proche des hyperviseurs. Donc ça, c'est la première possibilité. Et puis, on a également, ce qui nous intéresse ce soir, ce sont les services PaaS. Alors, les services PaaS, ce sont des services, comme je le disais en introduction, dits managés, dans le sens où Azure va gérer pour vous euh, une grande partie du déploiement de ce service. Et quelque part, vous n'aurez même pas accès à l'infrastructure sous-jacente, c'est-à-dire les machines virtuelles, par exemple, qui vont héberger votre service, vous ne pourrez pas y accéder. Donc, quand on parle de service manager, on pense par exemple à des solutions de base de données. Donc, une base de données SQL Server, Postgre, PHP MySQL par exemple. On peut également penser à une solution d'hébergement de sites web. Voilà, tout ça, ce sont des services de type PaaS. Donc, on verra comment ça se gère dans Azure, mais en tout cas, c'est du service clé en main. Vous faites la demande à Azure d'une base de données SQL Server, par exemple. Azure vous la met à disposition et derrière, vous ne pouvez configurer que cette base de données, mais vous ne pourrez pas utiliser la machine virtuelle, par exemple, sur laquelle est déployée cette base de données. Donc le premier service Azure sur lequel reposent un peu tous les autres, c'est Azure Active Directory. Donc c'est là que se passe toute l'authentification et le service d'annuaire de Microsoft et d'Azure. Ce service, il est assez complet et il comporte deux grands volets. Le premier, c'est l'authentification, donc les utilisateurs, et puis la partie annuaire en fait dans Azure, donc la liste de vos utilisateurs et et ensuite le deuxième volet, c'est la partie autorisation. Et donc là, c'est pour leur déléguer des rôles, pour leur donner accès déjà à la plateforme. Et puis ensuite, on a des sortes de plugins qui tournent autour d'Azure Active Directory.
qui vont concerner donc le MFA, la double authentification avec un mobile, par exemple, ou d'autres services. Il y a le conditional access, et on peut faire pas mal de choses avec. Et les autorisations, ça va fonctionner un peu comme ce qu'on connaît on-prem, donc sur l'AD. D'ailleurs, c'est très facile de connecter ces deux services, hein, de connecter un AD local avec Azure AD. Il y a un client de synchro qui existe. On peut connecter les deux. Et en fait, le fonctionnement est un peu le même. Il y a des rôles qui sont fournis par défaut par Azure. Et on peut donner du coup des accès ciblés à des utilisateurs, donc Honor, qui est un peu le super admin sur un AD on-prem, des rôles de contributeurs qui sont un peu admin avancés ou juste du reader, et puis la possibilité de leur dédier des rôles, donc de créer des rôles custom pour avoir un accès très particulier. Vous avez une ressource sur laquelle vous voulez avoir un accès hyper limité, ou au contraire, vous voulez un accès très étendu mais un peu spécial. Voilà, on va pouvoir créer des rôles custom. Yes, donc là, avec Azure AD, on a effectivement la partie identification des utilisateurs de la plateforme et autorisation, ben, la partie attribution de droits, tout simplement, qui passe du coup par les rôles airbag. Et donc le airbag dont on parle, c'est en fait cette notion d'affecter à un utilisateur un rôle et des droits. Dans Azure, ça s'appelle airbag. L'utilisateur, on va pouvoir lui donner des droits sur tous les produits Azure, et même plus que ça, parce que les produits Office 365 font partie en fait des rôles airbag qu'on peut donner à un utilisateur. L'annuaire Office 365 est en fait un Azure AD. On ne le voit pas forcément, mais en fait, on peut y avoir accès. Et donc, ça permet de donner des accès aux utilisateurs, donc sur le portail Azure, qui permet de gérer nos ressources, sur Office 365, mais aussi sur des services SaaS qu'on aurait déployés dans notre annuaire. On crée une petite application, on veut donner des droits via Azure, et ben on l'intègre à Azure AD, et ensuite on définit des droits airbag dessus. Et puis enfin, on peut donner des droits sur les API Azure. Les API, elles permettent d'aller interroger la plateforme pour faire du déploiement, pour faire du monitoring, pour aller chercher des informations, etc. Tout ce qui est visible via le portail est également disponible via les API. Mm. Donc, on peut donner des rôles et des droits spécifiques via Airbag sur ces API. On a ensuite une identité un peu particulière, donc qui est à la fois rattachée à l'Azure AD, mais indépendant de l'Azure AD. C'est la Managed Identity. Cette identité, ça peut un peu s'apparenter à un compte de service qu'on connaît on-prem, donc qui va être rattaché à un service et qui va nous permettre d'abstraire toute la partie login mot de passe. Donc, pour éviter d'avoir un login mot de passe qui passerait en clair, on va utiliser une Managed Identity sur laquelle on va donner des droits. Mm. Et cette Managed Identity, il y a deux types. Thomas vous le montrera après dans la démo, où on en reparlera après, mais il y a un type relié à un service Azure. Donc là, c'est un compte de service relié à un service type web app ou type base de données. Et puis, il y a la Managed Identity qu'on a créée comme un compte de service dans l'annuaire AD, qui va être indépendante, mais qu'on va pouvoir rattacher aussi à un service pour lui donner des droits et sans avoir à gérer son login mot de passe. C'est vraiment ça qui est important, c'est Mm. que ça va être complètement indépendant du login mot de passe, et donc pas de risque de compromission. Il y aura une rotation, etc., qui sera faite par Azure. Yes, bah, c'est du coup le schéma ici à l'écran. En fait, le service A veut interroger le service B et nous, on veut mettre en place une authentification en fait pour interroger ce service B. Et bien, on va pouvoir utiliser la Managed Identity pour bah, s'assurer que service A a bien le droit d'appeler le service B. Et cette Managed Identity, elle va être gérée au niveau de l'Active Directory. Bonjour Nicolas, bienvenue. Bonjour. OK pour ça. Alors, premier service managé dont on va parler, bah, justement, on va parler d'hébergement, d'applications web. Et pour ça, on a une offre, de plusieurs services dans Azure.
qui s'appellent les app services. Et dans les app services, il y a un service plus particulier qui nous intéresse ce soir, c'est les web apps. Donc les web apps, c'est une offre PaaS pour l'hébergement d'une application web. Alors, une application web qui peut être basée sur différents runtime applicatifs. Vous pouvez faire du .NET, du Python, du Java, du Node. Elle peut être déployée sur un environnement Linux comme Windows, ou même être une solution d'hébergement de conteneurs. Vous avez les trois possibilités. Donc même si vous ne gérez pas l'OS en lui-même au niveau configuration, à la création de la web app, on vous demande quel système vous ciblez. Est-ce que vous faites du Linux, du Windows, ou est-ce que vous gérez des conteneurs plutôt que du code? Cette web app, vous pouvez l'intégrer très facilement avec Azure AD pour des raisons qu'on imagine facilement. Vous pouvez lui affecter un custom domain. C'est-à-dire que par défaut, votre web app, elle aura une URL, enfin, un DNS public. Vous pouvez le customiser, bien sûr, et apporter votre propre résolution DNS. Vous pouvez la sécuriser avec certificat TLS, pas de souci là-dessus. Et cette web app, en fait, au niveau du pricing, ça va être un modèle qu'on connaît bien, qui est plutôt lié au IaaS historiquement, mais finalement, les services managés se basent aussi là-dessus. Le pricing va être lié à la puissance CPU RAM qui vous est affectée. Et en fonction de celle-ci, en fonction de cette capacité de calcul, eh bien, vous paierez plus ou moins cher, tout simplement. Ce service, il est intéressant parce qu'il propose nativement la possibilité de scaler. Donc, vous avez de la haute disponibilité qui est quand même assez qui est assez facile à mettre en place. Donc, vous pouvez configurer en fait un scaling de votre instance pour répondre à des pics de charge. Voilà, c'est assez facile à mettre en œuvre et c'est plutôt appréciable lorsqu'on est sur un site web qui est par moment fortement sollicité et à d'autres moments très peu. Donc ça, c'est pour les web apps et du coup, on va voir juste après que eh bien, c'est notre composant principal pour la démo de ce soir. Second service dont il faut parler avant la petite démo qui arrive juste après, c'est le Key Vault. Alors le Key Vault, c'est un coffre-fort, d'accord, dans Azure, qui vous permet de stocker de façon sécurisée eh bien, toutes les informations un peu sensibles que vous allez pouvoir manipuler dans vos applications. Donc, par exemple, des certificats, des clés de chiffrement divers et variés ou des secrets. Alors, ce qu'on appelle des secrets, c'est tout simplement, par exemple, un mot de passe. Ça peut être une connection string à votre base de données. Toutes ces informations, ça peut être intéressant. C'est intéressant de les stocker dans un Key Vault. Vous avez deux modes vous avez deux possibilités d'utilisation de ce service. Soit vous le déployez en mode standard et vous aurez donc un chiffrement forcément sur vos informations, mais un chiffrement, on va dire, logiciel. Ou alors vous utilisez le mode HSM et là, le disque en fait qui va héberger votre Azure Key Vault aura également des mécanismes de protection et de chiffrement, mais cette fois-ci du coup au niveau matériel. C'est-à-dire que là, si quelqu'un arrive à piquer le disque, il pourra absolument rien en faire. Même d'ailleurs avec le mode standard, puisque tout est chiffré par défaut. Alors, première démo. Ce que l'on va faire, c'est que on a développé une web app, d'accord? J'ai un Key Vault qui contient un secret et je vais vous montrer comment utiliser une identité managée pour que ma web app puisse lire mon secret, tout simplement. On part là-dessus. Alors, j'ai ma VM
qui est ici, sur lequel j'ai un Visual Studio. Alors vous allez comprendre pourquoi je procède comme ça plutôt que de le faire en local sur mon poste. Donc j'ai mon application, elle tourne ici. Donc là, elle est déployée sur Azure, hein, dans ma web app. Vous voyez l'URL webapptalkpass.azurewebsite.net. Quand vous voyez une URL .azurewebsite.net, c'est que le site web est déployé dans une web app. Donc, j'ai une très belle application, vous voyez ici, qui m'affiche pour le moment un beau message d'erreur lorsque je veux afficher mon secret. Hein, j'ai un fail to retrieve token from the included credential. Donc, voilà, il n'arrive pas à se connecter en fait, à la Key Vault pour récupérer le secret que je demande. Alors, justement, dans le code, comment ça se traduit, cette demande? Eh bien, j'ai tout simplement quelques lignes ici où je vais déclarer une connexion à mon Key Vault, dont voici le FQDN public, d'accord? Key Vault Talk Pass. Et je vais faire un get secret pour récupérer un secret qui s'appelle Meetup. Ensuite, j'essaye de l'afficher à l'écran. Et du coup, pour le moment, j'ai une exception, et c'est ça que je vous présente pour le moment à l'écran. Mais du coup, on va voir comment se sortir de cette exception. Donc, je vais aller sur Azure. Ici, j'ai mon ressource groupe dans lequel j'ai déployé l'ensemble des composants dont j'ai besoin ce soir. Et je vais me rendre sur ma web app, web app TalkPass. On retrouve ici son URL, si vous vous rappelez bien. Et je vais aller dans Identity. Et vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité soit de gérer une identité système, c'est ce dont Yves parlait tout à l'heure, une identité rattachée à un service, ou alors une identité qui est entièrement gérée par moi et que je vais affecter comme je veux à des services Azure. Donc ici, je vais rester sur une identité de type système, qu'il va me la créer, c'est très rapide, et je vais récupérer ici l'identifiant de mon identité manager. Je vais pouvoir maintenant me rendre sur mon Key Vault, qui est ici, Key Vault TalkPass. On retrouve là aussi l'URL que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais me rendre dans Access Policies et je vais configurer un nouveau droit. Alors, ce droit, ça va être sur du secret et je n'ai pas besoin de tout ça, je vais juste garder le get sur les secrets. Et ce droit, je vais l'affecter à mon identité manager. Ici, je saisis mon identité. Vous voyez qu'on retrouve le nom de ma web app. Et je fais un add. OK, elle apparaît maintenant ici. Et il faut que je save. OK, c'est ajouté, c'est à jour. Donc normalement, si je reviens sur mon site web et que je rafraîchis l'écran, voilà, il arrive à récupérer mon secret. L'information que j'avais stockée était simplement hello. Voilà pour cette première démo. C'est très loin d'être fini. Merci Thomas pour cette première démo. Maintenant, il y a quand même un truc qui me gêne là dans ta démo, c'est que tous tes services, en fait, ils s'interrogent les uns les autres en public. Tout passe par Internet. Mm. Rien n'est sécurisé en fait dans ton affaire là. Effectivement, pour le moment, c'est pas. Mais on va y venir. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on parle un peu du réseau sur Azure. Très bien. En fait, là, tous nos services, ils arrivent à communiquer entre eux via des adresses publiques, etc. L'idée, ce serait de réussir à les restreindre un peu plus et à les intégrer dans des réseaux un peu plus privés. Sur Azure, il y a un service qui s'appelle Réseau, tout simplement, et qui nous permet de déployer des réseaux virtuels dans Azure avec des sous-réseaux virtuels. La petite illustration qu'on a ici présente un réseau virtuel qui a été connecté avec un réseau local, donc à l'aide d'une passerelle VPN Azure. Mm.
Et en fait, après avoir connecté ce réseau virtuel hub, on va pouvoir connecter d'autres réseaux virtuels qui vont, eux, héberger nos projets, nos ressources, nos services Azure. Là, typiquement, par exemple, la web app de Thomas, hein, qui est le site web de Thomas, on peut considérer qu'elle est dans un réseau virtuel Spoke et qu'on va pouvoir s'y Mm. connecter depuis notre réseau on-prem à l'aide du VPN en faisant une sorte de rebond sur le réseau virtuel hub. Et donc, ça nous permet d'avoir un réseau complètement hybride, une architecture hybride en extension de notre réseau on-prem Mm. grâce à une liaison VPN et donc beaucoup plus sécurisé que ce qu'on peut faire dans Azure directement et par défaut. Et Avec... l'interconnexion entre les différents réseaux, Mm. elle est faite avec un pont qu'on appelle un peering. Donc vers le réseau local, ça s'appelle du VPN. Et entre les réseaux Azure, c'est du peering. On a un service qu'on rajoute par-dessus le réseau et qui va nous permettre de faire une première couche de filtre qui s'appelle le NSG, donc Network Security Group. Le NSG permet de faire du filtrage entre des IP ou entre des services sur Azure. Il s'applique directement sur le subnet. Et donc, on voit ici qu'on peut limiter, par exemple, l'application de Thomas. Moi, je veux qu'elle n'accède que à du stockage. Je veux pas qu'elle accède aux autres services d'Azure. Et donc, je lui donne accès à ce qu'on appelle un service tag. Et donc, le service tag, là, dans mon exemple, c'est storage. Mm. Et donc, Thomas, avec son application, va avoir accès à tout ce qui est de type storage sur Azure, mais pas à autre chose. Alors là, dans l'exemple, on voit qu'il y a aussi du SQL Du- et qu'il est aussi localisé aux États-Unis de l'Est. Mais voilà, Après, tout le reste est en deny all, quoi. tout le reste est en deny, exactement. Alors là, ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant là dans notre exemple, c'est que lorsque ma web app a besoin d'aller récupérer mon secret dans euh, le Key Vault, eh bien, il puisse le faire sans sortir sur Internet. Parce qu'actuellement, c'est le cas. Le, le- L'URL du Key Vault, elle est publique. Tout le monde peut y accéder. Et d'ailleurs, n'importe quel service Azure, lorsque vous le déployez, par défaut, il aura une IP publique. Donc, il sera accessible depuis l'Internet. Donc, forcément, c'est quelque chose qui n'est pas idéal. Il faudra donc le sécuriser. En sachant une chose, c'est que vous pouvez mettre en place toutes les protections que vous voulez. Ce endpoint public, dans tous les cas, il existera toujours. Voilà. Vous pouvez le rendre inefficace, mais il existe quand même. Enfin, physiquement, il a une existence. Alors nous, du coup, bah, ce que l'on va configurer, c'est l'utilisation de private endpoint. Le private endpoint, c'est ce qui permet en fait à des services Azure de communiquer entre eux en utilisant le réseau interne Azure. Donc, sans sortir sur Internet. Donc, c'est l'exemple que l'on voit ici, hein. On a des machines virtuelles là, dans ce schéma, d'accord, qui vont utiliser un private endpoint pour atteindre un load balancer derrière lesquels il y a d'autres machines virtuelles. Et tous ces flux réseau vont transiter en interne à Azure et donc s'en sortir sur Internet. Euh, pour le trafic sortant, là, de notre application web, pareil, on ne veut pas qu'il puisse, enfin, on veut entre guillemets, le restreindre à un VNet. On verra tout à l'heure pourquoi, à quoi ça sert. Et ce use case, eh bien, il est permis grâce au VNet intégration. Donc, le VNet intégration, ça permet, pour donner une image un petit peu plus concrète, ça permet de déployer son service managé Azure dans un VNet. Et donc, grâce à ce que Yves a présenté juste avant, ensuite derrière, on pourra appliquer un certain nombre de règles euh, sur ce subnet. On vais parler de VNet, mais notre service sera bien déployé dans un subnet. Dernière petite précision, un service avec un private endpoint conserve bien quand même son endpoint public, qui ne fonctionne plus, mais il existe quand même toujours.
Voilà. Seconde démo, voilà ce que l'on va mettre en place. Alors ici, il y a un petit peu plus de choses. Donc on va vous présenter eh bien comment dire, l'intégration Subnet avec ce VNet intégration qui est ici. On va vous le présenter, appliquer donc à ma web app. On va voir comment ça se met en œuvre et on va voir comment configurer un private endpoint pour accéder à l'image en fait que vous voyez sur ma web app. Je vais vous montrer comment ça a été configuré. Donc, je vais revenir ici. Donc, on parle de l'image qui est là. Donc ça, d'ailleurs, ça, pour le moment, ça fonctionne bien, puisque j'ai mis en place tout ce qu'il faut. Et du coup, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, on va commencer. Par quoi on commence, Yves? On va commencer Par la web app. par la web app. Donc, ma web app, je vais aller sur la partie networking. Et vous voyez qu'ici, j'ai outbound traffic, donc trafic sortant de ma web app, et le VNet intégration qui est alors c'est très simple à configurer. J'ai simplement eh bien, affecté un VNet à ma web app, c'est celui-ci, VNet Web App Talk Pass, d'accord, dans lequel il y a 2 subnets, et ici, comme je vous le disais, ma web app, elle est gérée par le subnet Web App Intégration. Ça, c'est très important pour la suite. Donc, ça se met en place très simplement. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment ma web app a le droit d'accéder à mon storage account. Storage account qui stocke mon image. Alors, mon storage account, il est ici. Si je vais dans Networking, vous voyez que j'ai un Allow Access From, et là j'ai choisi Selected Network. Par défaut, c'est accès public. Donc là, j'ai choisi Selected Network et j'ai renseigné mon VNet. Donc déjà, premier point important, ma web app aura le droit d'accéder à mon storage account puisque ma web app, elle est déployée dans ce VNet, grâce au VNet intégration. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, j'ai configuré un private endpoint, d'accord, qui va permettre plutôt à ma web app d'accéder au compte de stockage en passant par un FQDN privé et non pas sortir sur Internet à chaque fois qu'il veut attaquer mon compte de stockage. Et du coup, ici, qu'est-ce que je voulais montrer? Oui, voilà. Donc, au niveau configuration DNS de mon private endpoint, vous voyez qu'ici, le FQDN qui va être géré d'une façon privée, ça va être celui de mon compte de stockage. Et pour preuve, je vais vous montrer qu'en fait, ici, au niveau de mon compte de stockage, au niveau networking, en fait, moi ici, je suis sur ma machine locale, et vu que j'ai configuré un accès uniquement via ce VNet, si je vais dans Container, alors je peux voir les différents espaces de stockage, mais je n'ai même pas les droits pour voir le contenu. Pourquoi? Parce que mon poste local que j'utilise n'est pas rattaché au VNet. Donc ça, c'est quand même, voilà, c'est une restriction assez forte déjà que vous appliquez sur Même, votre ouais, compte de mais- stockage. même via le portail, on n'a Ouais, plus accès à toutes les fonctionnalités du storage account à cause de cette restriction de VNet. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, j'ai perdu mes Tu, tu- petits. tu peux faire un NSLOOKUP là sur la Oui, voilà, machine pour c'était ça. montrer le. C'était ça. Si je regarde, alors je l'avais tout à l'heure. Hop. Donc ici, ça c'est le endpoint public hein, à la base, donc de mon
de mon compte de stockage. Si je fais un NSLOOKUP et que j'essaye d'y accéder, en fait, on va voir que maintenant, il passe par un private link. Private link qui donc me garantit que le flux réseau ne Passe en sort pas privé. sur Internet. Il Et reste il te à renvoie, et l'intérieur il de te la renvoie boîte. même une, et il te renvoie même une IP privée, là. Et il me renvoie même une IP privée. Voilà, le réseau reste, enfin le trafic réseau reste interne à Azure. Voilà. Second point, je ne sais pas si vous avez, est-ce que vous avez essayé chez vous d'atteindre ma web app? Alors je vais vous la partager, comme ça vous pourrez faire le test également. En tout cas, si j'essaye chez moi, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, là, ça illustre ce que disait Thomas tout à l'heure, que le endpoint de connexion publique existe encore, mais en fait, il est inactif. On a un unauthorized dessus, Ouais, et donc c'est impossible de l'atteindre. tout à fait. Pourquoi? Parce que, vous l'avez peut-être aperçu dans la partie networking ici, j'ai configuré pareil un private endpoint sur ma web app. Donc ça veut dire que pour pouvoir y accéder, il faut que je sois, qu'il faut que ma machine soit dans euh, le VNet qui est rattaché à ma web app qui est VNet Web App Talk Pass. Et justement, ma machine virtuelle qui est ici, eh bien elle est déployée dans ce VNet. Elle peut donc accéder à l'application. Et vous, c'est bien pour ça que vous ne pouvez pas y accéder. Et donc, vous avez normalement un IP forbidden, une erreur 403. Voilà. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce VNet intégration. Alors c'est le Non, private endpoint. Ouais. ce private endpoint, pardon. On va le supprimer. Hop, je fais comme ceci. Remove. Yes. Donc là, il y a une chose importante qu'on peut voir aussi ici, c'est que le VNet intégration, il prend la main sur un subnet. Donc le Ouais, VNet intégration que Thomas a montré au début, qui est connecté donc à un subnet. Ce celui-ci subnet-là, on va pouvoir déployer aucune ressource dessus. Il va être entièrement dédié à la au web app. VNet intégration de cette web app. Donc quand on a un contexte avec une dizaine, une quinzaine de web apps ou voire plus, hein, et ben à chaque fois, il faut qu'on ait un subnet dédié pour cette web app-là. Il faut bien faire attention à leur donner des petits ranges d'adresses IP, parce que ça sert à rien de monopoliser des centaines et des centaines d'IP juste pour monopoliser, Ouais. juste pour mettre en place ce VNet intégration et intégrer une web app. Donc là, j'ai supprimé mon private endpoint et du coup, normalement, là, la web app, vous pourrez y accéder. Alors, vous pourrez y accéder, mais on voit qu'on a une petite problématique. Ici, sur ma VM, là, je suis connecté à ma VM. Normalement, il n'y a pas de changement. Tu vas avoir un accès public. Vu qu'on a un accès public, normalement, il n'y a aucun changement. Ici, sur mon poste local, j'ai bien accès à ma web app. On voit qu'il arrive à récupérer mon secret. Par contre, mon image, il n'y arrive pas. Mon image n'y arrive pas. Si je vous montre dans le code comment c'est mon image, comment je l'affiche, hop, ici, je la charge tout simplement comme ceci, hein, image src égale, et euh, j'ai une clé SAS pour y accéder. Alors, euh, est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi sur mon poste local, il n'arrive pas à charger l'image alors que sur ma VM, ça fonctionne? Julien va nous apporter la Julien a réponse. une idée. Ouais, parfait. Ben, c'est lié, oui, C'est presque ça. c'est presque ça. C'est presque ça. En fait, là, ma web app, elle arrive à accéder à mon secret parce que le code qui va récupérer
ce secret, il va être, c'est du calcul, enfin c'est des opérations effectuées côté serveur. Donc effectivement, lorsque ma web app va se connecter à mon Key Vault, il va se servir du private endpoint et de l'identité managée. Par contre, mon image, le rendu, il est côté client. Donc là, c'est mon poste local qui essaye de se connecter au compte de stockage pour récupérer l'image. Sauf que mon poste, il n'a pas droit de se connecter à mon compte de stockage parce qu'il ne fait pas partie du bon VNet. Par contre, si je retourne sur le portail Azure et que je vais sur mon storage account, au niveau networking, ici, vous voyez, Firewall, il me propose d'ajouter mon IP client. Donc si je fais ça, Save. Donc ici, non seulement maintenant, je vais pouvoir voir le contenu. Ça, il faut que le droit se propage, mais non seulement je vais pouvoir voir le contenu de mon container, normalement, mais je vais aussi pouvoir voir mon image. Hop, alors ici, si je fais... Donc effectivement, Julien, tu n'étais pas loin. En fait, c'est le pare-feu côté storage account qui bloquait bloque. l'IP public de Thomas. Thomas n'avait pas accès au storage account parce que son IP public n'était pas renseigné dedans. Voilà, bon, je vous dis pas de bêtises quand même, ça finit par s'afficher. Donc ça, c'est OK. Donc là, normalement, voilà, si vous essayez d'accéder à la web app dont je vous ai mis le lien tout à l'heure, vous aurez le même rendu que moi au début, c'est-à-dire que la page va s'afficher, mais vous ne verrez pas l'image. Pour que vous puissiez voir l'image, il faudrait que j'ajoute toutes vos IP comme étant autorisées au niveau du storage account. Et L'autre maintenant, solution serait aussi de monter un VPN, de vous connecter au VPN sur notre réseau. Et du coup, une fois que vous êtes à l'intérieur de notre réseau, eh ben, vous avez accès aux images et à la web app et à tout en privé. Yes. Alors maintenant, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment reconfigurer ce private endpoint. Donc, vous voyez, je clique sur Add, je vais lui ajouter un petit nom. Et vous voyez qu'ici, je dois choisir un VNet, ce qui est logique. Et il me demande de choisir le subnet associé à ma web app. Donc là, je dois choisir subnet endpoint, puisque le subnet web app intégration est géré et privatisé entre guillemets par ma web app. Donc là, je fais OK. Et ça met un petit peu de temps à se... Donc ça met un peu de temps à se rafraîchir. déployer. Et donc là, il y a deux choses qu'il va falloir que Thomas pense à faire s'il veut que ça fonctionne, une fois que la modification a été appliquée. La première chose, c'est faire un flush DNS, parce que sa machine et sa box vont AVM. potentiellement garder du cache DNS. Et du coup, il Là, n'arrivera pas. c'est sur Enfin, ma VM, du coup, dans c'est ça. Azure que je vais... Ouais. Donc là, tu n'auras pas le problème de box. Mais Oui. je vous le dis, je nous le dis pour nous. Nous, on est à distance. Potentiellement, nos box gardent du cache DNS, donc elles vont pas forcément avoir la nouvelle adresse à jour. Et là, Thomas, du coup, sur sa machine, il doit faire un flush DNS pour réactualiser. En fait, il avait récupéré l'IP public. Et donc, s'il fait un NS lookup, il faut bien qu'il tombe sur l'IP privé s'il veut à nouveau avoir accès. Et fermer le Et navigateur également. voilà, deuxième chose, le navigateur garde aussi du cache. Donc, s'il a gardé dans le cache que Thomas accédait via une IP publique et via Internet à la web app, eh ben, à l'actualisation, le navigateur continuera à essayer de passer par Internet, donc il aura une erreur. Et ça, au début, je comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas mon test, ma démo. J'avais préparé ma démo, je comprenais pas pourquoi je n'arrivais plus à accéder à ma web app alors que j'avais remis un private endpoint. Et en fait, c'était cette histoire de flush DNS. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça, c'est ça.
Paf. OK. Et donc maintenant, si je retourne dessus, voilà, c'est reparti. Et chez vous, normalement, Et chez nous, la web on n'a app plus est à accès. nouveau inaccessible. Et si je fais un NSLOOK, enfin si je retourne sur mon NSLOOKUP et que j'accède à mon endpoint public, web app talk pass, on va voir qu'il a aussi, il est géré par Voilà. un private link. Alors là, Donc, on voit qu'il s'est incrémenté d'adresses. Tout à l'heure, il devait avoir le 5 ou le 8 en adresse IP privée. ouais, Et en fait, comme tu l'as supprimé et recréé, Azure t'a donné une nouvelle adresse dans la liste de ton subnet. tout à fait. Voilà, donc là, voilà, VNet intégration, private endpoint, manage identity, on a fait le tour. Maintenant qu'on a déployé et configuré tous nos services, que tout fonctionne, on a quand même quelques éléments dont il faut s'occuper, et ça va être tout ce qui est lié à la supervision, le monitoring. Donc pour ça, vous avez deux outils principaux dans Azure. Alors vous avez Azure Monitor, qui est un service très complet, qui vous permet de récolter des logs, récolter des métriques d'utilisation, et remonter des alertes éventuellement sur une indisponibilité de vos services. Donc si je regarde ici, voilà, par exemple, toutes les informations qui sont affichées ici, c'est Monitor qui les agrège pour vous. Et second service, un service hyper puissant, c'est Azure Application Insight. Application Insight, c'est en fait un paquet Nugget à installer dans votre application. Donc c'est à gérer au niveau de votre code. Et c'est un outil qui va permettre là aussi de collecter énormément d'informations sur l'exécution de vos applications. Donc tout ce qui va être, euh, ne serait-ce qu'en cas d'exception, par exemple, tout ce qui va être stack trace, contexte d'utilisation de votre web app, c'est Application Insight qui va vous collecter et remonter dans Azure euh, ces informations. Donc c'est un outil hyper complet. Je vous invite à aller faire un tour, c'est très intéressant. Et pour aller encore plus loin dans la sécurité sur Azure, on a deux services hyper importants. Le premier, c'est Azure Firewall. Donc Thomas nous l'a un peu montré tout à l'heure sur l'illustration de la slide quand il était au milieu du hub. Quand on avait notre réseau de hub, on avait à l'intérieur l'Azure Mm. Firewall, ouais, qui est là, vraiment en plein Ouais. milieu de la slide. Et donc en fait, on va faire transiter l'intégralité des flux réseau par le pare-feu Azure. Et donc ça va nous donner une vraie couche de sécurité. L'Azure Firewall, c'est un équivalent d'un Fortinet ou d'un Palo Alto qu'on pourrait installer on-prem et Mm. qu'on a tous dans nos infras. C'est un peu son équivalent sur Azure, enfin c'est même complètement son équivalent sur Azure, et donc on va pouvoir aller beaucoup plus loin que ce qu'on faisait avec les Network Security Group, donc autoriser des accès dans un sens ou dans l'autre, ou autoriser des services. Là, on va aller vraiment plus loin, on va faire des policies, on va déclarer des policies, on va pouvoir vraiment filtrer le trafic beaucoup plus finement. Mm. Et le deuxième produit hyper important aussi, c'est l'App Gateway. Donc ça, c'est l'équivalent d'un WAF. C'est un WAF, c'est un équivalent d'un F5 Big IP ou d'un équipement qui permet de faire de l'exposition HTTP, HTTPS de services. Mm. Et donc l'App Gateway, il gère tout ce qui est protocole OASP, etc. pour la surveillance de flux. Et il va nous permettre d'exposer sur Internet la web app de Thomas, là, plutôt que de l'exposer directement, soit sur son adresse privée, soit sur son Mm. adresse publique. On va la faire passer par un app gateway Parfait. qui va Ouais. porter toute la partie certificat, qui va porter l'IP public, et qui va vraiment faire une couche de sécurité supplémentaire. Il Yes. y a, il y a un truc sympa qu'on a pu voir ces derniers temps là. On a tous entendu parler de Log4j, là, le fameux virus Log4j. Et ben en fait, très très vite, il a été. Je ne sais même pas s'il a réussi à un moment à passer par l'App Gateway parce que l'App Gateway
a tout de suite sécurisé tous les flux qui pouvaient la traverser, et notamment sur cette faille Log4j. Ouais. Un autre service aussi qui est intéressant de connaître dans Azure, c'est le DNS. Donc il y a deux produits DNS, un pour le privé, un pour le public. Donc en fait, il faut savoir que Azure est capable de gérer le DNS comme un contrôleur de domaine on-prem est capable de le gérer grâce à un service qui s'appelle Azure Private DNS et qui va permettre donc de faire tous nos enregistrements en interne sur Azure, Mmh. mais aussi avec le DNS public, donc d'acheter comme un provider de DNS type OVH ou Gandhi ou voilà, on va pouvoir acheter sur Azure un DNS public et le configurer, lui faire nos enregistrements pour pouvoir rediriger vers nos différents services ou pour des déclarations de certificats. Ça permet d'avoir une automatisation beaucoup plus poussée en fait, sur nos web apps, typiquement, quand on a besoin d'ajouter un certificat, on veut pas aller faire un enregistrement DNS à la main chez notre fournisseur. Voilà, on peut directement dans Mmh. Azure tout gérer de bout en bout. Et pour aller encore plus loin, je vous recommande fortement d'aller voir le guideline si vous commencez avec le pass. C'est pas exhaustif, ça donne pas toutes les infos, mais c'est déjà un bon point de départ pour avoir des infos sur les produits pass Azure. En Si vous plus de allez, cette présentation. oui, en plus de cette présentation, de cette excellente présentation, vous pourrez aller vous renseigner et aller encore plus loin avec cette doc Microsoft. Et puis il y a un dernier produit qu'on voulait mettre en Mmh. avant aussi parce que dans la sécurité, il a toute sa place et puis il nous semble important aussi. C'est Microsoft Defender for Cloud. Alors c'est l'ancien Security Center sur Azure. On le C'est ça. connaissait vraiment sous ce nom-là. Et parfois il apparaît encore sous ce nom-là dans certains produits. Ouais. C'est une console dans Azure qui permet de centraliser un peu toutes les alertes de sécurité. Typiquement, en ce moment, sur la mienne, j'ai Log4j qui remonte sur certaines machines. On va avoir des criticités, des DOS ou des failles potentielles sur des applications. Bah, il Ouais. va scanner un peu tous nos produits Azure et il va nous remonter des niveaux de Des criticité alertes. plus ou moins élevés en fonction des failles Mmh. qu'il détecte. Mmh. Ouais, si vous n'activez pas le HTTPS sur une web app, il va pas être content. Des choses très basiques comme très avancées. Du coup, il a un catalogue de d'alertes, voilà, à scanner sur ce que vous déployez dans Azure. Donc ça peut être aussi un bon outil pour se rendre compte de problématiques que l'on a sur nos services Azure. C'est la fin de cette, présentation. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses et puis, ben, si vous avez des questions, là, c'est le moment. C'est le sujet est loin d'être simple. C'est quand même assez fourni. Oui, je uploaderai la vidéo, sur YouTube, tout à fait. C'est vrai qu'on commence à rentrer dans des problématiques, heu, système, réseau et que c'est pas forcément, son métier, c'est c'est pas évident, hein. Le coup du flush DNS là, alors je sais pas si au bout d'un moment il le fait tout seul. Est-ce Ouais, que si, il aurait fini par le faire. il le ouais et mais Ouais, il aurait fini par le faire. sous quelle échéance? Parce que Bah, c'est très variable selon les machines. ouais. Généralement, on est autour de l'heure, quoi. Ah ouais, d'accord. OK. Ouais. Ah ouais, donc d'ici là, j'aurais tout supprimé. Ouais, non, je comprenais pas ce qui se passait, pourquoi il arrivait pas à me gérer à nouveau l'accès à ma web app alors que Ouais, tout c'est était très fait souvent le cache, c'est quand même un gros ouais, piège. Et ouais, puis effectivement, le flush DNS ouais. sur une machine. Alors après, on peut contourner en testant depuis un téléphone un truc, mais Mmh. on a facilement du cache dans les DNS. Ouais. Ouais. Il reste encore tant à dire. Bah Ouais, ouais. c'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai parce que beaucoup de produits PaaS, ont leur private endpoint et ont leur solution. Donc là, on en Oui. a balayé quelques-uns, mais on aurait pu parler aussi de SQL, on aurait pu parler d'encore plein de choses. Après, le principe reste toujours le même. C'est ça Oui, qui est bien. oui, oui. Ouais. C'est ça qui est bien. Le principe reste toujours le même. Donc, vous avez un VNet et vous déployez des private endpoints dans ce VNet qui permet à d'autres ressources d'y accéder. Le principe reste toujours le même. Quand tu dis qu'il y a encore tant à dire, Julien, t'as des idées de sujets? Tu penses à des trucs? Je pense à Corse. Corse, ça peut être un vrai sujet. Ouais. Je dis ça parce que je suis en train de me prendre la tête avec en ce moment. Ah bah très bien, bah, écoute, tu nous en parleras quand tu auras réussi à te dépatouiller. Ouais, je pourrais. Ouais. Mais c'est un autre niveau de. C'est encore un autre niveau de contrôle aussi. Oui, Surtout Ouais, dans c'est un clair. monde d'apéisation à 3000%. Ouais, poussé, à mort. Ouais, c'est sûr. tout à fait. C'est un autre niveau d'accès. Après, on peut parler d'accès base de données, ouais, clairement. Bon, il y a Hmm. aussi de quoi dire. Oui, On peut parler d'accès d'applications multitenantes aussi. J'en avais déjà Ouais, évoqué aussi, le ouais. sujet la dernière fois. Ouais, le niveau de contrôle, on peut parler des stratégies globales de tenante Azure, toutes les bonnes stratégies à mettre en place sur les différentes ressources. ouais, Typiquement, un key vault, qu'est-ce qu'il est bien de faire? Est-ce que je dois ouais, purger mes clés régulièrement? À quelle fréquence, à quelle itération je dois les renouveler? Comment je gère les renouvellements? ouais. La gouvernance, quoi, Ouais, la gouvernance dans Azure, ouais. Ouais, ouais, il y a de quoi dire. Ouais, ouais, ouais. On va dire, ça c'est sûr. Et là, Mais on est. déjà, là, ce sujet, il nous semblait vraiment important parce Ouais, on a vu, c'est clair. on a des Rex, en fait, de clients qui ont déployé plein de ressources Azure et c'est super, hein, vraiment, ils ont fait un travail incroyable, ils ont monté plein de produits, etc. Mais avec un niveau de sécu un peu ouais. minime et en mettant tout en public et tout en Tout est accès. accessible. Tout est Ouais, accessible publiquement, quoi. Alors Ouais, que c'est là, clair. au final, c'est pas compliqué à mettre en œuvre. Mm. Et au final, ça sécurise quand même pas mal de choses, quoi. C'est-à-dire que là, mon compte de stockage, mais vous pouvez tester ce que vous voulez, vous pourrez pas y accéder, quoi. Mm. Parce qu'il est lié à un private endpoint. Il n'y a Ouais, que c'est ma clair. web, il y a que ma web app ou ma VM qui peuvent y accéder parce qu'elles sont dans le bon VNet, quoi. Mm. Ok, ok, ok. Non, pas de questions, tout était clair. Ah Ouais, ouais, et vous avez fait ça bien. ah bah écoute, on a essayé. Ah ouais, Private Endpoint, ça a une existence enfin, physique. C'est un vrai objet Azure, quoi. C'est pas avec une juste vraie carte réseau derrière. Ouais. avec une vraie carte réseau derrière. Mm. C'est pas un élément de configuration, physiquement, il y a quelque chose derrière, quoi. URL de la chaîne YouTube. Ouais, alors hop, comment c'est? Mug TV, je vais t'envoyer ça tout de suite. Mug TV France. Voilà. D'ailleurs, toutes les sessions qu'on a fait en remote ont été enregistrées, sont disponibles là-dessus également. Si vous voulez en voir d'autres sujets et en partie liés à Azure, il y a de quoi faire. Ok. Ok. Bon, si vous n'avez pas de questions, ma foi, je vais vous libérer. Chacun va retourner à ses occupations. Merci Yves.
Merci beaucoup, Merci, les gars. Bonne Thomas. soirée. Bonne Merci soirée à tous d'avoir assisté à notre presse. Merci à tous. Allez, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao. Au revoir.